après nous être restaurés. Donc on a le plaisir de recommencer, de poursuivre ce colloque. Donc on va démarrer tout de suite avec une discussion entre deux excellents chercheurs, Jean-Paul Morel et François Albora. François Albora a déjà été un petit peu présenté ce matin et on a pu entendre la virtuosité de ses analyses. Bon, je rappellerai juste qu'il a écrit, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin ou qui n'ont pas entendu l'avant-garde au cinéma, un petit livre, petit mais dense, petit par son format seulement, hein, léger au cinéma, et qu'il a par ailleurs aussi, toujours concernant Léger, publié des scénarios inédits dans sa très bonne revue 1895, et la correspondance Léger-Eisenstein dans Cinémathèque. Bon, ça, c'est pour ce qui concerne Léger. Il y a sans doute aussi d'autres textes. Et puis, de nombreux textes sur... on ne peut pas tous les citer, mais notamment l'anthologie de textes de Vertov, qui est extrêmement riche, formidable. Alors, pour les anglophones, alors je crois que ce n'est pas traduit en français, Cinema by and Film, Media, Epistemology in the Modern Era. Hein, ça n'a pas été traduit en français, je pense. Hein. Non. Bon, donc, il faut... voilà pour François Albora. Pour ce qui est de Jean-Paul Morel, chercheur indépendant, qui a publié également des textes sur Léger, ou réédité des textes sur Léger, peinture et cinéma notamment, et à propos de cinéma. Il a monté une exposition à l'espace Rebérol à Émoutier, avec un très joli catalogue qui lui était grand par son format et intéressant pour son iconographie notamment. Non, petit en épaisseur, mais grand en format. Hein, bon. Je peux le montrer, je l'ai là. Et qui a publié un texte donc, dans ce catalogue qui s'appelle « Fernand Léger, le primitif des temps modernes ». Et alors, tous les deux, vous travaillez sur une édition intégrale, et c'est de ça que vous allez nous parler, si j'ai bien compris, des écrits de Fernand Léger sur l'art et le cinéma, alors qui compterait, enfin vous allez nous dire, actuellement 160 articles. Alors je me souviens que justement dans ce catalogue à Émoutier, vous parliez de 140 articles. Donc entre-temps, mais il y a 20 ans de ça, hein, de l'expo à Émoutier, donc entre-temps vous avez continué à travailler, quoi. Bon, alors aussi des expos, enfin ou des textes plutôt très intéressants pour ma part que j'ai pu lire de vous, hein, sur Artaud, la coquille Virgiman, sur Canudo, bien sûr, l'édition de Canudo, et puis plus particulier Valentine de Saint-Point, hein, les textes qui restent peu connus de Valentine de Saint-Point. Bon, merci, et puis on a hâte de vous écouter. Voilà, merci Patrick. Donc, tous ceux qui ont travaillé un peu sur Léger ont eu affaire à Fonction de la peinture, le recueil, entre guillemets, canonique des textes de Léger sur l'art et en partie sur le cinéma, dans une petite partie de l'ouvrage sur le cinéma, mais ils ont pu aussi s'aviser du caractère assez chaotique de ce, disons, du corpus des écrits de Léger sur le cinéma. Restons-en au cinéma pour l'instant, mais il faudra forcément élargir par la suite, dans la mesure où on peut trouver sans cesse, en compulsant des revues, des catalogues, des ouvrages même de propos rapportés. On peut trouver d'autres textes où Léger s'exprime sur le cinéma, sans parler des inédits sur lesquels j'interviendrai tout à l'heure. Alors, s'agissant des écrits publiés, il y a 2 éditions de Fonction du cinéma, où il y en a peut-être 3, on ne sait pas, mais en tout cas, il y en a une de 65, puis une de 97, puis de 2004. Si on en croit les copyrights, en tout cas, que la maison d'édition prend, ça change quelque chose, mais on va s'interroger un peu sur la dimension de ces changements. Mais il y a aussi des textes qui sont parus dans des revues comme Europe, etc. Donc, Jean-Paul Morel a entrepris, en effet, de
faire le catalogue de ces textes publiés, c'est-à-dire publiés à l'époque, republiés, réunis, etc. Donc, il s'est attelé à cette tâche il y a déjà une dizaine d'années, en effet, comme le disait Patrick, pour tâcher d'y voir plus clair. Et donc, il va, pour commencer, je vais lui donner la parole pour qu'il dresse un état des lieux de ce corpus. À toi. C'est pas facile, hein? Non, ben, c'est vrai. Alors, l'édition Princeps, c'est donc l'édition Garaudy. Prononçons son nom, parce que on l'oublie. Hein. Bon, c'est quand même Garaudy qui a fait la première sélection des textes, et donc de 33 textes uniquement, hein, qui entrent dans la rubrique qui est justifiée, hein, spectacle et cinéma. Pas de problème. Enfin, sur le cinéma lui-même, il ne reste que 3 articles. Bon. Alors, on reviendra sur la mère Forestier après, mais alors, pourquoi fonction du cinéma, de la peinture? Bon, il faut quand même noter que c'est à l'origine la maison Gontier et Segers, qui est devenue Gontier de Noël, et qui avait publié, en 1953, fonction du cinéma d'Elifort. Alors bon, on va tirer les conséquences que vous voulez, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais la position d'Elifort par rapport à la peinture de Chevalet, que souvent les gens oublient de noter. En 1919-1920, il écrit à Diego Rivera: arrête de faire la peinture de Chevalet, fais de la fresque. Bon. Et je crois que Léger a perçu le message lui aussi. Voilà, bon. Mais j'arrête là parce que ça risque de déborder notre sujet. Alors, revenons. Donc, édition Princeps Garaudy, reprise soi-disant par Sylvie Forestier. Alors, dans un ordre, au lieu du désordre d'origine, on fait un ordre chronologique. Bon, ok, pourquoi pas, mais enfin, il n'y a pas un ajout, il n'y a pas un seul ajout supplémentaire d'articles. Les fautes ne sont pas corrigées. François en a relevé quelques-unes. Moi, j'en ai relevé quelques autres, dont Salon 1912, Salon de la locomotive aérienne, au lieu de locomotion aérienne. Bon, enfin, c'est pas grave, hein. Mais enfin, ça donne le non-lecture de la copie d'origine, quand même, ou même de l'information historique. Enfin, alors, de toute façon, donc, édition Forestier, hélas, pas de changement, sauf qu'effectivement, elle a quand même consacré quelques pages de notes pour éclaircir les articles que Garaudy n'avait pas du tout éclairés. Alors, le problème, c'est les répercussions de cette édition. Parce que, alors, on parle de cartographie, alors passons aussi à l'étranger. Ben, l'étranger, hélas, a dû se contenter de cette édition d'origine. Donc, à commencer, alors, je vous les cite, mais rapidement. Donc, première édition apparemment en Allemagne, Mensch, Maschine, Malerei, donc sous la responsabilité de Robert Fuglinster. Donc, Berne ou Zurich, on ne comprend pas bien. Mais enfin, 1965. Suit une édition. Alors, on ne sait pas très bien parce que quand vous faites Internet, les éditions d'origine, elles sont en très mauvais état. Alors, théoriquement, quand même, à l'éditorial Cuadernos para el Diálogo, vous avez une édition espagnole et portugaise. Alors, là aussi, difficile un peu de se retrouver, qui est responsable de quoi, qui a traduit. Enfin, dans l'édition de 69, vous mettez quand même encore, enfin, on note encore prologue de Roger Garaudy. Bon, et puis les éditions se répètent jusqu'à apparemment une dernière édition, même en 2018.
Alors, vous avez même, c'est quand même, il faut le noter, une édition en castillan. Donc, collection esthética de Antonio Alvarez, donc, qui est en fait le traducteur, un des traducteurs d'origine, donc 1990. Bon. Alors, dans la foulée historique, vous avez alors une édition anglo-américaine, quelle est la première, on ne sait pas bien, mais enfin, éditée par Edward Fry, qui n'est pas tout à fait un inconnu, mais qui effectivement dit, en 73, hein, d'après l'édition Garaudy. Donc là, pas d'équivoque possible. Et donc, les deux éditions, ou à New York ou à London, elles sont Garaudy direct. Il reste une dernière édition, mais bon, on est un peu étonné de la tardivité. En italien, Finzioni della Pittura, 2005. Bon, il n'y en a pas eu avant, je ne sais pas, c'est bizarre. Enfin, bon, Milan, édition abscondita. Voilà. Alors, effectivement, on n'est pas avancé beaucoup parce que il reste que 33 articles qui touchent un peu à tout l'art, 3 seulement sur le cinéma. Donc, pour les chercheurs d'écrits sur le cinéma, ils sont plutôt en manque. Donc, j'ai refait un planning des revues auxquelles Léger a accepté de faire une interview ou de céder un article. Bon, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'en général, ce n'est pas plus d'un par revue, déjà. Ensuite, rarement les revues de cinéma, c'est-à-dire pratiquement pas, en dehors de Pour vous. Donc la revue, rédacteur en chef, Alexandre Arnoux. Mais là-dessus, il y a un seul article de sa main, les autres sont des réponses à des enquêtes ou interviews. Alors, après, effectivement, on peut voir où il a voulu publier, enfin, où il a... c'est le revenu, effectivement, d'avant-garde. C'est-à-dire l'Esprit Nouveau, enfin, le bulletin de l'effort moderne de Lionel Rosenberg, l'Esprit Nouveau. Bon, les Chroniques du jour, c'est pas vraiment une revue d'avant-garde, mais bon, Monde non plus. Plan, peut-être, il faut quand même un seul article. Hein. Et puis Mouvement, un seul article aussi. Et puis, bon, on a encore Cahiers d'art, je suppose Zervos, et puis l'art vivant chez Larousse. Là. Bon, après, mais disons que globalement, parce que bon, les traductions, enfin justement, les articles publiés à l'étranger, il faut vérifier à chaque fois, sont-elles réellement des articles originaux ou des traductions? Enfin, donc, résultat des courses, en langue françoise, on a 27 occurrences dans des revues françaises. Voilà. C'est tout à peu près ce qu'on peut déduire de tout ça. Et donc, effectivement, alors, dresser aujourd'hui, avoir le projet de rédiger, enfin de publier les œuvres complètes, au moins sur le cinéma. Parce que donc c'est la deuxième question. Est-ce qu'on peut lire ces écrits sur le cinéma sans avoir sous la main des écrits sur l'architecture, la publicité, l'affiche, l'art de la rue? Alors effectivement, ça, on atteint, comme j'ai dit à François, on est dans un iceberg, on a le dessus, mais pas le dessous. C'est-à-dire que, je dis, j'en suis arrivé, je crois, à 160 articles, bon, tout mélangé, hein, mais
Donc il faut tout vérifier, savoir quels sont les doublons, quels sont les réécritures, ou ce que j'appelle moi souvent l'autophagocytage, c'est-à-dire qu'effectivement il utilisait un article déjà écrit pour l'adapter ou à la revue ou en fonction des circonstances. Et donc, ça pose un vrai problème, et je vous dis, par exemple, pourquoi n'avoir pas réuni ces écrits sur, sur la couleur, on a compris, dans le cinéma, en tout cas. C'est qu'effectivement, après le parlant, le problème du parlant, pour lui, le vrai problème, c'est la couleur. Donc 34, si je ne me trompe pas. Mais donc, ensuite, sur le problème, on n'a jamais résumé vraiment son approche de l'art mural, la fresque. Bon, moi, j'ai découvert tout à fait par hasard, en faisant un article sur le bouillon cube, le dessin de Mondrian fait d'après une affiche de publicité à Montparnasse pour le bouillon cube, alors qu'il est complètement abstrait. Mais bon, donc là-dessus, l'intérêt de Léger pour l'abstraction, tout en restant, justement, ce qui est intéressant chez lui, qui reste aussi figuratif, et souvent, donc, j'ai dit tout à l'heure, par l'humour, ça reste des sujets à creuser, quoi. Et donc, pour faire une édition éventuellement déjà complète des écrits sur le cinéma, bon, laissons de côté les écrits sur l'art, on aura éventuellement le temps de peaufiner. Surtout qu'il est question aussi là-dedans de tout ça, d'éventuels inédits qu'a commencé à dépouiller François. Oui, avant de passer aux inédits, il faut souligner qu'à part fonction du cinéma et à part les articles qui ont été publiés dans des revues, de l'intransigeant à Pour vous, on a aussi des propos rapportés. C'est une chose particulière. Enfin, c'est peut-être pas particulier à Léger, mais enfin, en tout cas, ça représente une certaine quantité d'écrits, et notamment Garaudy. C'est la mode journalistique de l'époque. Oui, mais Garaudy écrit en 1968 pour un réalisme du XXe siècle, dialogue posthume avec Fernand Léger. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ce dialogue posthume? Ça veut dire qu'il a compilé un certain nombre de ces inédits dont je vais parler tout à l'heure et qu'il les réinjecte dans un texte où lui-même intervient de temps à autre. Vous voyez, donc c'est une construction tout à fait artificielle, mais qui nous donne accès néanmoins à un certain nombre de propos de Léger sur le cinéma. Enfin, pas seulement sur le cinéma, mais il y en a sur le cinéma. D'autre part, il y a des... Bon, j'ai cité déjà la revue Europe, mais il y a eu un ou deux numéros spéciaux consacrés à Léger, où chaque fois, il y a eu des inédits qui ont été publiés. Alors, c'est un inédit, alors qu'il y a X variantes. Bon, je reviendrai là-dessus. Ensuite, Georges Beauquier, avant même Garaudy, je m'excuse, j'ai mal lu mes notes, André Verdet, Fernand Léger, le dynamisme pictural chez Cahiers, en 1955, donc aussitôt après la mort de Léger, il y a un chapitre qui s'appelle « En bavardant avec Fernand Léger ». Là aussi, il y a des propos entendus par André Verdet, donc c'était un poète ami de Prévert par ailleurs, etc. Et ensuite, donc, dans le même genre, finalement, Georges Beauquier, « Vivre dans le vrai », 1987. Là aussi, c'est une ressource, mais évidemment avec des précautions d'usage, une ressource pour accéder à des textes de Léger. Bon, ensuite, effectivement, le problème que vient d'exposer Jean-Paul, à savoir, peut-on envisager les textes sur le cinéma, c'est-à-dire peut-on découper dans des textes qui sont plus larges que le cinéma? L'exposition qui avait eu lieu
dans les années 90, à laquelle tu avais participé d'ailleurs, qui s'appelait Fernand Léger et le spectacle, on avait, Giovanni Lista notamment, avait promu cette idée qu'il faut aborder la question, disons, l'interprétant général était le spectacle. Et donc, à l'intérieur de ça, il y a le cirque, il y a tout un certain nombre de choses, dont le cinéma. Mais c'est un vrai problème, en effet. Ferait-on une édition des textes de Léger sur le cinéma? Devrait-on découper à l'intérieur d'un texte plus général sur d'autres questions, le moment où il parle de cinéma? Vous voyez, c'est un peu des dilemmes éditoriaux qu'on peut se poser. Bon, donc un iceberg. Enfin, les icebergs sont en train de fondre, donc on peut se dire que peut-être que ça va se résoudre, mais j'en viens maintenant aux inédits, aux manuscrits et aux transcriptions de ces manuscrits, parce que là, il y a aussi toute une série de paramètres. On peut dater de Sadoul, Georges Sadoul, l'historien du cinéma, donc qui était assez proche de Léger, qui en 58 s'avise, donc il a écrit un article d'ailleurs dans Cinéma 58, je crois, qui s'appelait Fernand Léger ou la cinéplastique. Mais ça, c'est la retombée d'une entreprise qu'il avait engagée et qu'il n'a pas menée à bien, qui était précisément d'éditer les textes, enfin on pourrait dire les textes de Léger sur le cinéma, et également des scénarios, enfin tout un matériel sur Léger et le cinéma. Alors il en charge d'abord Marcel Martin, qui était un critique de cinéma des lettres françaises à l'époque, sauf que ce dernier est appelé en Algérie pour faire la guerre une année durant. Donc, ce n'est pas lui qui va s'en charger. Ensuite, il en charge Pierre Philippe. Et malheureusement, Pierre Philippe, avec qui j'ai un peu discuté ces dernières années, j'ai omis de lui demander ce qu'il en avait été, puisqu'il est décédé au début de l'année. Donc, on ne saura pas si Pierre Philippe avait engagé un travail. Bon. Après Sadoul, donc, il y a Garaudy, qui travaille sur le corpus des inédits et qui fait un certain nombre de prélèvements, de choix, d'organisation. Après Garaudy, il y a Christian Derouet du Musée national d'art moderne, qui est en fait spécialisé sur Léger et qui, pour la grande exposition qui avait eu lieu, je ne sais plus quelle date, mais 98, il y a une grande exposition au Centre Pompidou, si je ne me trompe pas. Christian Derouet donc, fait tout un travail de classement de ces manuscrits. Manuscrits qui, bon, on ne va pas insister trop parce que c'est assez incertain, assez obscur, étaient quand même conservés normalement au musée de Biot, dans le legs Léger, puis Nadia Kovacevic, et puis, ou Nadia Léger, et puis Beauquier, et qui finalement vont se retrouver en partie restitués aux ayants droit, enfin restitués, c'est un mot un peu abusif à mon avis, mais en tout cas remis dans les mains des ayants droit, et puis en partie, si j'ai bien compris, au Musée national d'art moderne. Bon, alors ces inédits, quelle est la nature qui est la leur? Il y a des manuscrits, en effet, de la main de Léger. Enfin, je n'ai vu que des reproductions, hein, donc je ne peux pas dire que les textes... Mais en tout cas, il y a des textes manuscrits, c'est certain. Il y a des textes qui sont dactylographiés d'après les manuscrits. Et donc, il y a toute une série de variantes. Mais c'est énorme, hein, c'est considérable. Il y a des liasses. Alors évidemment, comme vient de le dire Jean-Paul, il y a beaucoup de reprises, parce que Léger est sollicité par tel journal pour répondre à une enquête sur où va le cinéma, que pensez-vous de la couleur, enfin, toutes ces choses-là. Souvent, il reprend des articles qu'il a déjà travaillés, publiés, parfois pas, et il les reformule, où il dit « j'ai déjà dit ça », et hop, il refourgue le même texte. Évidemment, ce n'est pas son travail d'écrire et de cogiter sur ces questions, ça peut donc se comprendre. Donc, c'est tout un ensemble qui est disparate, qui a été classé en effet en rubriques, alors d'abord par Garaudy, puis repris autrement par Derouet, en rubriques, c'est-à-dire correspondance,
spectacle, peinture, cinéma, théâtre, enfin, etc. Décor, bon. Mais il peut y avoir des bévues dans ce classement. Par exemple, La Vierge rouge, dont il a été question à quelques reprises ce matin, donc le film sur Louise Michel, il était classé dans le théâtre. Donc, à l'époque du catalogue Fernand Léger et le spectacle, Giovanni Lista le catégorise comme projet de théâtre non effectué. Et quand j'ai enfin pu avoir accès, étant donné que je savais par la correspondance Eisenstein, Léger, ou plutôt Léger-Eisenstein, qu'il travaillait sur un film sur Louise Michel, quand j'ai enfin eu accès au texte, enfin, qui est un scénario, disons un synopsis élargi de 4 ou 5 pages, j'ai vu que c'était effectivement prévu pour du cinéma et pas du théâtre. Donc on n'avait pas vu qu'il s'agissait là d'un élément qui rentre dans le cinéma. Bon, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui pourraient émerger de cette manière, n'est-ce pas? Le sketch de l'urinoir, par exemple, ça me paraît un sketch de cinéma, mais quelqu'un pourrait dire que c'est un sketch de théâtre. Enfin, c'est difficile à catégoriser. D'autre part, dans cet ensemble, ça c'est les inédits, donc les inédits et les manuscrits et les dactylogrammes dont on ne sait pas qui les a transcrits, si les erreurs ou les incertitudes qu'on peut avoir en lisant ces dactylogrammes sont dues à la personne qui a recopié ou pas. C'est comme l'édition Garaudy reprise par Forestier, c'est-à-dire on dit Moshkin au lieu de Mosjoukin, par exemple. Bon, c'est peut-être pas décisif, mais enfin, comme on sait que Mosjoukin, c'est un acteur important du cinéma français des années 20, ça serait bien que les éditions Gallimard, Folio, s'avisent qu'il faut corriger ça, ou au lieu de mettre Keane, la pièce d'Alexandre Dumas, qui a été en plus remise en circulation par Sartre, enfin, qui avait été filmée par Vladimir Volkov dans les années 20, c'est écrit Kaim ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, un peu floues. On ne sait pas où il faut situer, parce que Léger fait beaucoup de fautes d'orthographe. Il écrit un peu à l'emporte-pièce, et c'est pas... Mais enfin... Sur ces choses-là, on ne sait pas qui est coupable ou responsable. En dehors donc de tout cet ensemble qui serait vraiment à réétudier de près, avec toutes les variantes, avec toutes les difficultés de datation, parce qu'il y a des dates écrites au crayon, donc certainement par quelqu'un, soit Garaudy, soit Derouet, soit encore une petite main, 1930, point d'interrogation. Bon, et tout ça est vraiment à remettre à plat. À part ça, donc, il y a tout un ensemble de choses qui n'est pas encore inventorié à ma connaissance, c'est les interventions orales de Léger à la radio. Il y a beaucoup de choses à l'INA, mais la difficulté d'accéder à tous les catalogues de l'INA quand on n'est pas une institution qui paye, c'est pas évident. Mais quelquefois, en écoutant France Culture la nuit, on a tout d'un coup un document extraordinaire, en tout cas assez fascinant, où on voit Bazin discuter avec Léger, Jean Grémillon, André Chanson et je ne sais plus qui encore, des films sur l'art, puisque Léger était très impliqué dans les films sur l'art. Donc il y a là un corpus de choses dont on n'a pas une idée très claire non plus. Les interventions de Léger à la radio, où il aurait pu parler de cinéma. Enfin, il y a la correspondance, ou les correspondances. On a vu dans les interventions de ce matin à plusieurs reprises que Léger correspond avec Palvé, avec Pound, avec Antel, avec tel et tel. Et ça commence avec Pougon pendant la guerre de 14, avec Marr, l'architecte d'intérieur. Ça se poursuit avec Gans, etc., ou avec Eisenstein, bon, où il y a une correspondance plus privée comme Simone Hermann, enfin, qui comporte aussi beaucoup de renseignements et de passages qui intéressent le cinéma. Donc, encore un ensemble très difficile à maîtriser, si vous voulez, et aussi qui n'est pas infini, mais en tout cas dont on n'a pas la mesure, parce qu'on peut découvrir un gisement de correspondance Léger avec... Enfin, ce qui est bien, c'est que les historiens du futur n'auront pas ce problème, parce qu'avec les emails, il y aura que dalle. Mais pour ce qui est des gens qui travaillent sur l'époque de l'écriture à la main ou à la machine à écrire, il y a beaucoup de choses qui vont évidemment émerger
encore, parce que Léger, comme tout le monde, était en rapport avec toute une série de gens. Il y a les Murphy, le couple Murphy, qui sont un peu ses sponsors. Et il y a énormément de choses. Donc, toute une série de cartes postales, par exemple, en plus qu'il modifie, n'est-ce pas? Il fait des collages, parce qu'on a beaucoup dit que Léger n'avait pas fait de collage, mais il en fait, en tout cas, dans sa correspondance privée. Toutes les cartes postales qu'il emploie, il les rehausse de dessins, d'écriture ou de collages. Et par exemple, quand il est à Hollywood, il écrit sur le cinéma depuis Hollywood ou Murphy. Bon, voilà. Alors, pour conclure de tout ce foisonnement qui effectivement on n'est pas au bout de nos peines, n'est-ce pas? Et la cerise sur le gâteau, c'est la question tout simplement de faisabilité d'une édition des écrits de Léger sur le cinéma, ou même sur le spectacle, ou encore sur l'art, c'est-à-dire tous les écrits de Léger. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Il y a bien eu tous les écrits d'André Bazin chez Macula en 2 gros volumes. Pourquoi n'y aurait-il pas tous les écrits de Léger, qui seront d'ailleurs moindres? Eh bien, les obstacles, c'est quoi? C'est évidemment quel éditeur pour mener à bien une telle entreprise? Un éditeur qui forcément demandera d'être subventionné par une institution publique ou privée, mais il est plus probable que ce soit public. Et s'il y a des idées dans la salle, évidemment, nous sommes preneurs. On a parlé de mon petit livre qui est là, les nouvelles éditions Jean-Michel Place. Elles viennent de faire faillite. Donc, elles sont en liquidation. Par conséquent, on ne peut même plus acheter le livre parce que tout est bloqué avant destruction de tous les stocks mis au pilon pour liquidation judiciaire de la maison d'édition. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas des espoirs démesurés. Deuxièmement, il y a le problème des ayants droit, qui est un problème qui ne se pose pas qu'avec Léger, bien sûr, mais qui est assez prégnant s'agissant de lui, puisque les énièmes nièces et petits-neveux de Nadia Léger, évidemment, ne s'intéressent pas spécialement à la diffusion des idées de Léger, mais s'intéressent par contre à toucher les droits de la DAGP ou d'autres types de droits d'édition, etc. Et donc là, on est bloqué, parce qu'on a évoqué tout à l'heure, enfin Patrick a évoqué l'édition que j'ai faite dans 1895, Revue d'histoire du cinéma, de 3 variantes du scénario charlot-cubiste, qui sont dans les manuscrits, enfin, ou dans les tapuscrits. Et immédiatement, enfin, ou quelques mois après, la DAGP m'est tombée sur le dos en disant « Vous avez publié, c'est interdit, enlevez-les immédiatement de l'édition en ligne de votre revue. » Enfin, bon, voilà. Donc, là, c'est une entreprise que nous menons en tant que freelance, et donc elle est vouée à l'échec, n'est-ce pas? Enfin, si, on va accumuler des données, mais quant à la rendre publique, je crois qu'il faudrait peut-être que l'INHA nous aide. Elle l'a fait dans d'autres cas. Je voudrais juste ajouter une petite chose concernant la DAGP. Lorsque j'ai publié mon petit carré cinéma, qui était petit, oui, qui était des... Non, mais ça s'appelait Cahiers Cinéma. Oui, donc, c'était une petite collection que j'avais créée pour les étudiants, avec des articles difficiles à trouver, allant de 30 pages en gros, et à un prix accessible. La DAGP m'a envoyé un premier courrier en me demandant de payer les textes au prix d'une surface de tableau. Alors, je leur dis, attendez, vous rigolez ou quoi? Bon. Non, alors, simplement, là, un peu pour conclure, les obstacles, je crois qu'ils sont encore au-delà du commerce. C'est-à-dire qu'il y a eu, en tous les cas, il y a eu pendant longtemps un obstacle idéologique. C'était Léger contre Aragon. C'était Léger contre Le Corbusier. Alors, comment vous luttez contre des monstres? Enfin, pour pouvoir publier, quoi. Je veux dire, c'est tout simplement, ça devient très difficile. Je veux dire, tous ceux qui se sont opposés dans la question du réalisme socialiste à Aragon, ils ont disparu.
Voilà, c'est tout. Je ne voulais pas en dire plus. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions Merci, oui. Est-ce qu'il y a Ouais. des questions? ou des propositions? Voilà, on voit la difficulté de la recherche, et puis il faut faire un fundraising, donc pour, Merci. Merci beaucoup. C'est des questions extrêmement stimulantes. Je m'étais posé ces questions peut-être beaucoup plus rapidement que vous quand j'avais préparé l'exposition Fernand Léger à Metz. Simplement quelques remarques par rapport à ces manuscrits de la main de Léger. Alors, il n'y a pas de manuscrit de la main de Fernand Léger qui serait caché à la bibliothèque Kandinsky, donc du centre du Musée national d'art moderne, Centre Pompidou. En revanche, il y a tout le travail de recherche, le matériel de recherche que Christian Derouet avait rassemblé, comme vous le disiez, qui sont des notes classées de manière par année et toutes les archives qu'il a pu compulser. Donc effectivement, il faudrait lui poser directement la question parce qu'il doit avoir des idées sur les localisations en particulier. Et ce matériel est également sous forme numérique au Musée national Fernand Léger. Et donc voilà, je pense que c'est un matériel qui est précieux, mais effectivement qui nécessite d'être précisé pour effectivement comprendre qui a fait quoi et d'où viennent ces documents. Et puis une autre remarque, en travaillant moi sur Léger, j'avais cherché dans les archives du Parti communiste français, il y a le fonds Roger Garaudy, qui n'était pas inventorié, mais alors il y avait une masse de documents, et notamment beaucoup de notes qu'il avait dû prendre pour son dialogue posthume et pour la première édition des fonctions de la peinture. Donc il y a aussi une mine, je suis désolée, je vous rajoute sans doute beaucoup de pistes, mais il y avait tout un matériel à dépouiller et ce travail n'avait pas été fait. Donc ça, c'était en 2017. Je ne sais pas si ça a pu être fait depuis. Alors, moi, j'aurais une petite remarque aussi par rapport, vous parliez des émissions radiophoniques. Oui. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Assez Oui, peu, mais... oui, on m'entend, ok. Du coup, je m'étais rendu compte, en fait, pendant mes masters, que voilà, il y avait tout un fonds à l'INA qui était disponible et qui n'avait jamais été utilisé, du moins dans les études sur Léger. Donc, l'an dernier, quand je travaillais au Musée national Fernand Léger, j'ai fait une recension de toutes ces... Voilà, tout ce qui est disponible à l'INA sur Fernand Léger, que ce soit sur le cinéma, sur d'autres sujets. Donc on pourra en parler si vous le souhaitez. Et une partie a été utilisée notamment pour une mixtape qui a été mise en ligne l'été dernier. Donc ça, je pense que Gaïdic pourra en parler un petit peu plus, parce que c'était le responsable du projet. Mais voilà, par un journaliste qui s'appelle Antoine Couder, qui a mis, voilà, on entend la voix de Léger. Il fait un portrait, oui, voilà, une vie, une œuvre, quelque chose comme ça, sur France Culture, début juillet. Ouais. C'est ça. Et après, par rapport à votre suggestion d'une réédition des écrits de Léger, je me demande si... Bon, évidemment, il y aurait toujours cette question des droits qui peut-être empêcherait cette réalisation-là, mais... Cette année, la mise en ligne en fait des archives de Marcel Duchamp, je pense que au lieu de chercher à publier une nouvelle version, une version améliorée de Fonctions de la peinture, peut-être essayer justement de créer un site internet en fait avec toutes les archives Fernand Léger dont on a connaissance, avec évidemment les ayants droit. C'est pas le problème des droits, ça. Hein. Non, mais justement, avec justement. Mais à part ça, je suis pour le papier. Je pense que Jean-Paul aussi. Moi aussi, évidemment, je suis. Tant qu'on peut encore résister. Mais pour l'accès à la recherche, c'est vrai que ce serait quand même Non, pour l'accessibilité, il faut jouer sur les deux tableaux, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr, comme tout le monde, je vais sur Gallica et compagnie. La commodité de ces ressources est indéniable, mais l'existence d'un bouquin ne l'est pas moins. Oui, Anne Dopfer, je voudrais intervenir pour amener une note effectivement un petit peu plus optimiste. Mais la jeune génération m'a devancée. C'est vrai que c'est difficile de trouver un éditeur qui investisse, ne serait-ce que dans l'impression, mais vous nous avez bien expliqué qu'il y a aussi une réflexion et une entreprise éditoriale à mener. Et à ce sujet, c'est vrai que c'est en même temps une tentation d'être dans le très spécifique, Léger et le cinéma,
Mais en même temps, pour moi, ça ne fait pas sens de trop isoler les arts les uns par rapport aux autres, parce que lui-même les pratiquait, les mélangeait. Et j'ai carrément les cheveux qui se dressent sur la tête à l'idée qu'on pourrait couper les morceaux traitant du cinéma dans un texte, parce que c'est le contexte qui donne son sens. Alors, sur la question technique, moi je pense qu'effectivement, il nous faut ouvrir des sites internet et mettre des ressources. Et sur la question des droits, je rappelle que Léger est mort en 1955. Donc, le temps qu'on résolve nos problèmes éditoriaux, il sera dans le domaine public. On verra peut-être ça de notre vivant. Je vais passer la parole à Gaïdic, juste pour qu'elle vous dise un mot de la mixtape, qui est effectivement quelque chose qu'on a conçu à partir d'archives radio. Dernière intervention, je suis désolé, mais après, on accumule les retards, et donc on vous écoute. Non, alors cette mixtape est accessible depuis le site du musée Fernand Léger. Donc c'est un podcast, et puis qui est donc en ligne sur toutes les plateformes de podcast. Et elle a été réalisée par un journaliste qui s'appelle Antoine Couder et un jeune DJ, Roman Couder. Et donc vous verrez qu'il sample en fait la voix de Léger. Et c'est vrai que c'est une plongée dans ces archives sonores qui sont peu connues. Et il y a des petites pépites, donc on vous invite à faire cette balade musicale avec vos écouteurs, parce que c'est un son qui a été enregistré par RFI Labo, donc c'est un son qui est spatialisé, et vous entendrez aussi la voix de Julie Gutiérrez et de Nelly Maillard aussi, qui est donc notre ancienne chargée des collections. Voilà. Bien, merci. Bon courage pour les éditions, papier ou ordinateur, ou les deux. Et on attend Pauline Marie. Alors, vous avez besoin. Alors. Je fais un test. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais... Non, je n'ai pas compris. J'ai pas compris la question, donc je sais plus. Vous prenez au sérieux les textes de Léger comme théoricien. Ah. I'm not sure if you can hear or understand my English, but am I to understand that the conversation was that you take seriously Léger's writing as a theoretician equal to his ability as a practicing artist? Is that my understanding of what we were discussing? Bon. Excusez-moi, est-ce qu'on peut remettre cette question en fin de parcours cet après-midi, parce que sinon on prend beaucoup de retard avec les autres intervenants. Yes, enfin, Bruce, vous vouliez répondre vraiment brièvement à ce moment-là, je sais this pas. is an interesting question, but as we're a bit late, we're going to try to discuss that at the end of the day. Excuse me, Bruce. Bon. Donc on écoute Pauline Marie. Pauline Marie est historienne de l'art. Elle publie en 2018 Le Voyeur et l'halluciné au cinéma avec l'Op Art, aux presses universitaires de Rennes. Ouvrage dont elle tire un an plus tard Le Diable au corps, exposition au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. En 2019, son essai Hartung, Nouvelle vague de Rennais vers Romer, paraît aux presses du Réel. Son nouveau livre, Membres fantômes, dialogue imaginaire entre les membres amputés de Sandra, Hartung et Victor Bronner, vient de sortir aux éditions des Cendres. Bon, eh ben, c'est à vous. Est-ce qu'on entend là quand je parle? Oui. Alors, quel autre titre que La fin du monde, alors que nous sommes en 1919, avec la parution de ce texte, un an après la fin de la guerre, et que c'est précisément autour de la guerre que l'amitié de Sandrard et de Léger s'est trouvée renforcée,
et à elle encore, la guerre, que s'est arrimée pour chacun d'eux une certaine expérience du cinéma, une expérience réelle, fantasmée, sublimatoire, à travers le spectacle des tranchées dans toute son effusion, dans toute sa pyrotechnie, dans toute son orgie optique. Autrement dit, la guerre comme cinéma, le cinéma comme fin du monde et la fin du monde comme apocalypse joyeuse. Quelques mots d'abord sur leurs mutilations respectives, puis la relation des deux artistes. Fernand Léger a été gazé sur le front de Verdun. Il avait été mobilisé en 1914 et il l'est démobilisé au printemps 1917. Il a ramené de là-bas plusieurs dizaines de dessins, dont l'esthétique d'ailleurs imprègne ceux qu'il réalisera pour Sandrard et son récit « J'ai tué », qui est leur première collaboration. Quant à l'écrivain, il s'est engagé volontairement dans la Légion étrangère. Il perd un avant-bras dans la grande offensive en Champagne en septembre 1915, donc il est amputé et à 2 reprises. Alors, l'un comme l'autre sont aimantés par le cinéma. Tous les deux découvrent Charlot pendant une permission, en juillet 1915 pour Sandrard et en 1916 au cinéma Montparnasse pour Léger. Et puis, c'est Sandrard qui présente Abel Gance à Léger. Sandrard sera assistant sur La Roue, tandis que Léger sera affichiste pour le même film en 1921. Et Sandrard, avant cela, a été aussi figurant pour J'accuse, dans lequel il joue un soldat blessé, sanguinolent au bras. Enfin, pour rappel, Léger et Sandrard s'étaient rencontrés aux environs de 1912, soit à la Ruche, soit au Salon de la Section d'Or à la Galerie La Boétie le 10 octobre. Là, il y a plusieurs versions. Leur camaraderie s'oriente instinctivement l'une vers l'autre, mais elle devient de l'amitié, dit Léger, après avoir enjambé la guerre de 14-18 et découvert là-bas, je cite toujours, le peuple français, les deux étant d'origine bourgeoise. La légende Sandrard-Léger se met en place entre 1918 et 1924. Le duo Arpente-Paris se donne rendez-vous place de Clichy et se rend mutuellement, ils se rendent mutuellement hommage jusqu'à collaborer ensemble avec donc 5 dessins de guerre pour J'ai tué et J'y viens, la fin du monde filmé par l'Ange ND pour Notre-Dame. Donc, ce texte est pensé comme un scénario sans production ou un projet de film sans film. C'est un cinéma de papier, de même qu'il y a des architectures de papier. Sandrard en parle aussi comme d'un grand roman martien. Il aurait été écrit d'une traite durant sa plus belle nuit d'écriture en 1917, au moment où Sandrard se sent renaître en tant qu'écrivain de la main gauche, puisqu'il a été amputé du bras droit. Il en confie l'illustration à Léger, lequel réalise 22 compositions en couleur, 7 illustrations en pleine page, 4 vignettes, 5 comme en tête de chapitre et 3 autres en double page. Donc, ce sont des dessins et des aquarelles au pochoir. Et donc, le livre a été tiré à 1225 exemplaires, dont 25 sur papier de rive en maroquin noir avec étui. Donc, vous avez ici un exemplaire, celui que j'ai consulté, qui est dédicacé par Sandrard et qui se trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc, Léger élabore une typographie composée du caractère Morland en corps 24 pour un aspect assez robuste et mécanique. Un résumé du livre d'abord. Le récit est découpé comme un scénario. Cela commence ainsi le soir du Nouvel An. Dieu le Père est à son bureau américain. Il signe hâtivement d'innombrables papiers. Il est en bras de chemise et a un abat-jour vert sur les yeux. Donc en effet, Dieu est un homme d'affaires sans scrupules ou un important producteur hollywoodien qui se félicite d'avoir engrangé beaucoup de profits avec la guerre. Il va convoquer toutes les religions et annoncer qu'il a l'intention de monter un cinéma car il a les plus beaux films de guerre. Il veut convertir les Martiens, sous-entendu les convertir à la guerre et au cinéma, lesquels sont pourtant de pacifiques désabusés et convaincus, et Dieu répond que le spectacle de la guerre est trop grandiose pour ne pas en tirer parti et en profiter. Il décide sur une suggestion de Ménélique, dont vous avez ici une représentation, donc son conseiller, de réaliser des prophéties, vous aurez compris l'imbrication totalement métaphorique de la vie du cinéma, réaliser des prophéties au sens de les concrétiser et de les tourner filmiquement parlant. Et donc, l'ange de Notre-Dame de Paris sera le caméra-opérateur. À ce moment-là, à partir du chapitre 4, on a un film dans le film avec la destruction de Paris, l'ange qui porte sa trompette à la bouche, et puis au chapitre 5, la fin du monde à proprement parler, après les bombardements, un corbillard sortant de l'hôtel Dieu que suivent les aveugles de la guerre, et puis tout ce qui a été édifié par les hommes s'écroule sur les vivants et les ensevelit. Seul qui a un semblant
Seul ce qui a un semblant de vie mécanique dure encore 2 secondes. On voit des trains rouler à bout de course, dit le texte, des machines tourner à vide, des avions tomber en feuilles mortes. Donc la fin du monde n'en finit pas de se produire, le monde n'en finit pas de finir, comme dans la guerre finalement à chaque reprise d'assaut. On a d'ailleurs un lien qu'on peut déjà faire ici avec le chapitre 2, où on avait une description des Martiens. On voit les habitacles des Martiens se colorer violemment de couleurs extrêmes, certains deviennent noirs, explosent, crèvent. Les bulles sont prises d'un tremblement, elles semblent bouillonner. On les voit monter les unes sur les autres, se gonfler démesurément ou se ratatiner, flasques, elles fuient. Et enfin, le dernier chapitre, donc cinéma accéléré et cinéma ralenti, est autant une allusion au... Pardon, pas le dernier, le 6e, et autant une allusion au premier film muet vu en accéléré qu'au futurisme, avec ce pari aux airs de théâtre sans acteurs, faisant d'ailleurs fortement penser, donc, par exemple, au manifeste de Enrico Prampolini, Scénographie futuriste de 1915. Je lis un extrait qui fait écho aux Martiens tout à l'heure. Des vibrations, des formes lumineuses produites par courant électrique et gaz coloriés frétilleront, se tordront dynamiquement, et ces véritables acteurs gaz d'un théâtre inconnu devront remplacer les acteurs vivants. Donc il est intéressant de mesurer entre-temps que tout simplement Sandrard dédicacera un exemplaire au cinéaste Abel Gans, écrit avec dédicacé comme ceci, à Abel Gans qui a tant tourné ce premier film intournable. Et donc, entre-temps, c'est-à-dire après Prampolini et avant La fin du monde filmée par l'Angène D, on a Les gaz mortels d'Abel Gans en 1916. Donc, je vous en montre un extrait ici pendant que je continue de parler. Et voilà. Donc ensuite, on arrivera au chapitre 6, où on observera une totale fusion de ce théâtre futuriste avec une esthétique darwinienne de jeunesse du monde, selon une sorte d'évolutionnisme régressif qui met à l'horizon du syncrétisme tous les mouvements de la création et de la destruction de la Terre. Alors, je vous cite un extrait donc, de la fin du monde, au moment de ce chapitre. Des polyèdres évoluent stratégiquement, des gaz colorés se précipitent, les minéraux complets fusionnent, et l'on voit les éléments chimiquement purs jaillir du crassier de la Terre. Au passage, d'ailleurs, sachez que cet extrait aurait pu tout à fait être illustré par les tétraèdes de Paul Sérusier, fin de parenthèse. Donc, dans le texte, il est encore dit que l'estomac rassasié devient corail, que les pores émettent une sueur vitreuse. Et donc, on a un lien comme ça avec la biologie du corps et le cinéma comme ventre du monde et le monde comme grande machine digestive. Ensuite, on arrive au chapitre 7, juste au moment où le monde va disparaître dans un dernier éclat de lumière. Une fausse manœuvre du projectionniste en cabine fait repartir la pellicule en arrière, provoquant la recréation du monde et un brouillage des niveaux du récit. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu réapparaît rétrospectivement comme faisant lui-même déjà partie du film. Et l'on voit comme au début, Dieu le Père assis à son bureau américain, mâchonner furieusement son cigare. Alors, à présent, observons les illustrations de Léger. Sa contribution est marquée par un bel investissement au début. La première aquarelle fait penser aux compositions de l'époque, par exemple Les hommes dans la ville, pourquoi pas Horloge. On a un jeu sur la signalétique publicitaire, la flèche qui indique comme ça de tourner la page, et une totale fusion, une totale harmonie entre le texte et l'image. En clôture de ce chapitre, les signaux lumineux redoublent d'intensité, dit le texte, et puis, comme un plan de cinéma commenté en voix off, l'apparition du motif avec quelque chose d'épiphanique et même de biblique, un peu comme si on avait dit « et la lumière fut », et on a ces aplats de faisceaux jaunes, clairs, roses, bleus qui traversent des disques ou sont projetés par eux. Ces rampes de lumière sont celles de Métropolis avant l'heure, contraction de la ville moderne et des projecteurs hollywoodiens. Offrant un cinéma de la déambulation. Alors, je cite un extrait de Léger qui témoignera du choc de New York au début des années 30, qu'on trouve en fonction de la peinture. Un monde nouveau, Brooklyn, ces quais massifs, jeux d'ombre et de lumière, les ponts avec leur projection de lignes verticales, horizontales, obliques, la naissance de New York dans la lumière qui augmente petit à petit à mesure qu'on avance dans la ville. Mais aussi,
ici, c'est la guerre nettoyée, purifiée d'une certaine manière, colorisée pour donner un système un peu orphique à la Delaunay, sachant que la guerre a toujours inspiré un langage de sémaphore et de phosphène aux avant-gardes. Je cite Fernand Léger, qui écrira dans Art le 11 mars 1949, en tout cas ça sera publié à cet endroit. Dans le même temps, je fus ébloui par une culasse de 75 ouverte en plein soleil, magie de la lumière sur le métal blanc. Chapitre 2, on trouve une sorte de jeu sur le collage cubiste, avec une composition centrale qui court en double page, une référence bien sûr aux nouvelles qu'on peut lire dans les journaux, un personnage comme ça avec le décrochage du melon noir qui crée des dynamiques en cascade, qui anticipe peut-être son Charlot cubiste de 1923. On n'est pas loin non plus des têtes de robots de Fortunato De Pero. Et puis, on a un travail quand même, une réflexion sur l'esthétique du film à travers les réserves des signes typographiques qui font penser comme ça à des jeux de pellicule en négatif positif. Le bouclage du chapitre a lieu avec un cul de lampe un peu humoristique, puisque le livre est un peu comme une jeunesse des avant-gardes finalement, et Léger joue le jeu de Sandrard dans ses visions de théâtre futuriste, qui dit « Les Martiens lâchent leur police, on voit des automates, des reins lourds et terribles charger le cortège ». Donc Léger ajoute de la parodie à la parodie, avec la représentation d'un petit martien boxeur assez inoffensif à la Despero. Et puis déjà les pattes en forme de cils, comme chez les protozoaires qui anticipent donc le retour aux origines qui survient à la fin du livre. Chapitre 3 maintenant, les prophéties. Donc on a ici un portrait de Ménélique, le conseiller de Dieu, qui est un peu son esclave, en archétype du nègre en jazzman, avec des grands yeux, une grande bouche, qui est donc en étroit écho avec ce projet de couverture de Sandrard qui fait voir comme ça cet œil et cette bouche de nègre à côté de l'ange Notre-Dame à trompette. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une approche cinématographique finalement avec tout ça? Eh bien, pas tellement, encore qu'on est quand même dans la valorisation du gros plan et du fragment, et on sait que Léger va se réclamer plus tard de ce gros plan dans le ballet mécanique. Mais sinon, on est plutôt dans une approche lettriste, si vous me permettez le terme, avec une disproportion des échelles calligraphiques et un dérèglement qui serait plutôt celui des conventions du livre. Donc ça se vérifie avec les pages suivantes, la stylisation de l'ange à trompette comme sur une enluminure médiévale, la surenchère dans les lettres, et puis la grande roue, le retour finalement à Delaunay, si on pense à la très célèbre toile L'équipe de Cardiff, avec l'amalgame de la grande roue et de la tour Eiffel, qui forment, si je reviens donc à Léger, qui forment l'une des plus belles compositions du livre. On pourrait voir dans cette roue une vis qui s'actionne, le canon de la guerre, la manivelle de la caméra, la roue de la locomotive, la bielle aussi dans les arcs noirs du pont, des écrous chahutés. Et donc on est là au sommet du machinisme de Léger, avec en plus la vision de Sandrard qui se superpose et qui est celle d'une fin du monde décrite comme une fête foraine. Pourtant, passé cette reconduction assez spectaculaire, on constate une rupture surprenante. Je lis un des extraits. Alors, on est au sommet du lyrisme de Sandrard, puis tout se fige, les glaces s'étendent, les mers en sont envahies et le ciel est charri, les oiseaux sont morts et les animaux terrestres. Or, en surimpression, qu'est-ce qu'on trouve? Une étoile de mer jaune à 5 branches, alors que le texte, non seulement n'en fait pas l'évocation, mais c'est quand même quelque chose de très élémentaire, de très sommaire, quasiment en manière naïve. Même constat au plan 38, alors que le scénario, au contraire, densifie son écriture de plus en plus poétique et luxuriante. Je cite, « La flore des houillères pousse, grandit, spongieuse, monocellulaire, charnue et transparente ». Il est question d'une petite palme tropicale cyan en pochoir pour traduire les plantes vasculaires qui captent l'énergie des éléments et la transforment en substances complexes. Dernière iconographie dans ce style, une méduse couleur corail qui file comme l'étoile de tout à l'heure, alors que le scénario nous parle plutôt d'un aileron de requin.
au plan 50, et surtout alors que, encore une fois, l'action intense a repris depuis un moment, qu'il y ait question donc de bouillonnement. Donc Léger avait tout pour produire la pyrotechnie futuriste attendue dans le confort d'un vocabulaire géométrique, à certains endroits en tout cas, puisque je lis le plan 47, cône, cylindre, pyramide, tout s'écroule sur le foyer central, explosion. Enfin, le cul de lampe de ce chapitre-là, qui est une carte de France, une sorte de drôlerie comme ça en ouverture du chapitre final. On lit évidemment « si par là italiano », mais on lit donc l'espèce de grand fiasco, enfin toujours ce côté un peu Babylone, mélange des langues, mais aussi, je lis moi, pourquoi pas « si Paris ». Si Paris était en bouteille, comme un début de dicton, puisqu'il est question dans la référence à Huysmans à rebours, de bientôt repasser le film à l'envers et d'être dans une histoire contrefactuelle où on pourrait agir par le cinéma de façon magique sur le réel. Donc ma question en dernière partie, c'est comment interpréter cette démission de Fernand Léger dans une partition de cinéma aussi ambitieuse que celle-là. Première hypothèse, en tout cas qui vient naturellement, c'est que Léger n'aurait peut-être pas réussi à trouver sa place dans ce cinéma de Sandrard qui remplace à un moment donné le machinisme par la sauvagerie biomorphique. Et c'est le moment de dire que Sandrard, de façon sincère, passionnée et un peu orgueilleuse, s'inscrit dans la tradition de la vulgarisation scientifique eschatologique, dont Camille Flammarion est le maître absolu, avec Sa fin du monde, paru en 1893 sous forme de feuilleton, et très exactement en fait au moment où le cinéma était en train de naître, et cette coïncidence n'a pas pu échapper à Sandrard. Donc on sait que Sandrard était passionné d'astronomie et d'astrologie. Dans sa liste de livres préférés de 1907 figuraient les énigmes de l'univers de Haeckel. Donc pour rappel, je mets Haeckel sous les yeux. On trouvera également dans ses textes, dans les textes de Sandrard, des expressions caractéristiques comme l'éponge qui est au fond du ciel, faisant là aussi penser à Haeckel. Et on sait par ailleurs que Sandrard a beaucoup rêvé en lisant l'astronomie populaire de Flammarion. La Bibliothèque nationale suisse en conserve un exemplaire dans lequel Sandrard avait découpé des illustrations destinées à Lebage. Donc Lebage, un mot sur ce récit de science-fiction qui a été écrit après la guerre. Ce récit raconte un voyage interstellaire et intérieur, une sorte de trip psychédélique ou mystique qui puise dans l'ésotérisme, la science, le cinéma. Et il y avait tout un passage de ce livre qui était écrit en fait spécialement en pensant à Léopold Survage, et notamment à ses formes colorées, les formes colorées de son film abstrait qui est avorté à cause de la guerre, Rythme coloré. Et donc, ces rythmes colorés devaient faire l'objet d'une partie de Lebage, c'est-à-dire que le personnage de prêtre gaulois, Lebage, donc, se destinant à l'étude de l'astronomie des sciences naturelles et de la divination, devait regarder sur un écran le spectacle de ces rythmes colorés. Sandrard aurait voulu aussi, ce qui ne s'est pas fait, illustrer le livre avec des images de Flammarion. Donc il avait commencé à découper des choses. Il avait été aussi beaucoup impressionné par cette illustration-là, donc la galaxie d'Orion, dont il en a fait en fait l'emblème de sa main perdue. Je cite, « Orion, c'est mon étoile, elle a la forme d'une main, c'est ma main montée au ciel. Orion, aujourd'hui, je l'ai au-dessus de ma tête. Le grand mât perce la paume de cette main qui doit souffrir. Comme ma main coupée me fait souffrir, percée qu'elle est par un dard continuel. » Donc, pour revenir à Léger, il est clair que son art géométrique a quelques limites à l'expression d'un monde avant la machine composée de nébuleuses en copulation. On peut se demander donc si, passé les affinités martiales et l'esthétique accommodante du chaos généralisé, les cinémas que Léger et Sandrard se proposent ne sont pas antagonistes, un petit peu sur le modèle de Lumière et de Méliès. En effet, on aurait d'un côté Léger se rangeant derrière les frères Lumière, revendiquant, comme il l'a souvent fait, un cinéma du réel, enfin plutôt disons comme outil de discernement. Donc voici une citation de Léger. « Le chien qui passe dans la rue n'est qu'aperçu. Projeté à l'écran, il est vu, tellement que toute la salle réagit comme si elle découvrait le chien. Le seul fait de projeter l'image qualifie l'objet qui devient spectacle. Une image judicieusement cadrée vaut déjà par ce fait. » Et on aurait de l'autre côté Sandrard, se rangeant derrière Méliès, revendiquant un cinéma du merveilleux burlesque, de la matérialité du temps magique et un cinéma à la matérialité réparatrice. Je cite donc Sandrard à ce propos, « Le cinéma est une invention formidable,
Mais s'il a eu une influence sur moi, c'est surtout par ses premiers films, qui étaient idiots mais merveilleux. Je me souviendrai toujours d'un certain voyage dans la Lune que l'on jouait quelques années avant la guerre. Il y avait des bonhommes qui s'embarquaient pour la Lune au milieu des ballets du Châtelet. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient dans la Lune? Un corps de ballet. Et allez donc, ça c'était épatant. Donc citation des Cahiers du mois, octobre 1925. Alors, on pourrait penser que ces visions sont irréconciliables, mais on voit bien que ça ne tient pas vraiment, puisqu'il y a quand même un amour de l'art total du côté de Fernand Léger aussi. Et puis, chez Léger, on trouve une même fascination pour les forces d'emprise du cinéma et une analogie avec le ciel. Je vous mets en comparaison, par exemple, un texte de Sandrard illustré par un autre artiste, Angèle Zaraga. Je ne sais plus si je regarde un ciel étoilé à l'œil nu ou une goutte d'eau au microscope, qu'on peut comparer finalement avec ce que dira Léger du cinéma. Première citation, un bouton de faux col placé sous le projecteur grossi 100 fois devient une planète irradiante, mais surtout, cette citation, j'ai tendu une fois un piège à des gens, j'avais cinématographié l'ongle poli d'une femme et grossi 100 fois. Je l'ai projeté, le public étonné a cru reconnaître une photo astronomique. Je leur ai laissé croire, et quand ils ont admiré cet effet de planète, comme il disait, je leur ai dit, c'est l'ongle du pouce de la dame qui est à côté de moi. Ils partirent fâchés. J'avais prouvé à ces gens que le sujet ou l'objet n'est rien, c'est l'effet qui compte. L'histoire des films d'avant-garde est très simple, c'est une réaction directe contre les films à scénario et à vedettes. Et précisément, nous sommes ici, avec le livre La fin du monde, sur le principe d'un anti-scénario. Ce qui m'encourage à penser que Léger est de bout en bout dans la connivence avec Sandrard jusqu'au point de la concurrence amicale. Léger prend au mot son ami en dérogeant à la règle du storyboard, de la même manière que Sandrard déroge à la règle du scénario. Pourquoi Sandrard déroge à la règle du scénario? Eh bien parce que dans son livre, on a trop de personnages et en même temps pas assez. À certains endroits, on a une disparition de la super vedette en plein milieu, c'est-à-dire de Dieu, et puis on a beaucoup trop d'autoférentialité pour adhérer à une quelconque fiction, puisque le héros est aussi le producteur du film en quelque sorte. Et donc face à ça, comment répond Léger? Eh bien par la même indiscipline, il est irrévérencieux et insolent, il se met dans le rôle du storyboarder paresseux. Revoici donc la présence d'un cul de lampe comme ça désynchronisé qui vient surnager comme un radiolaire. Le peintre prend au mot encore une fois l'écrivain en illustrant la régression des espèces par la régression de son propre destin en étant plus enfantin, comme un gribouillis peut-être, si je peux me permettre, de mauvais élèves. Ailleurs, il joue sur les anachronismes. Je prends l'exemple du petit martien monocellulaire qui intervient beaucoup trop tôt dans le texte et qui vient moquer la grandiloquence épique dont il est question juste au-dessus. Autre exemple, une subversion encore ironique, l'énorme tête de l'Afro-Américain en un gros plan arbitraire, alors que Ménélique, en fait, est censé apparaître seulement comme contre-champ de Dieu dans le texte. Et puis enfin, ici, Man spricht Deutsch, on parle allemand, donc sous-entendu, encore une fois, on parle toutes les langues, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est comme ça, l'intervention de storyboarder de Léger vient changer quelque part le titre de Sandrard. Donc tous les excès, toutes les incohérences, toutes les langues, toutes les avant-gardes aussi sont permises. Je vous donne un dernier exemple ici avec la référence à caméra opérateur, l'ange ND, qui devient juste opéra en gros plan. Donc pour conclure, je dirais que la qualité de cette collaboration tient au fait que précisément Sandrard et Léger ne se rencontrent pas. C'est quand un film respecte à la lettre un storyboard, qui lui-même respecte à la lettre un découpage scénaristique, que le cinéma d'avant-garde disparaît. Et La fin du monde est déjà dans le pressentiment que le cinéma va s'aliéner en tombant dans l'illustration. L'illustration du monde, l'illustration des idées, l'illustration des caractères. À mon sens, Léger reste aussi en sourdine du texte de Sandrard par reconnaissance, il est en filigrane, dans la discrétion plutôt que dans la saturation. À certains endroits, il s'efface derrière la cinématographie du style, c'est-à-dire que Sandrard a remporté son pari par sa seule écriture. Il a produit un cinéma sans film qui excède largement finalement les effets du grand écran. Et donc, il y réussit avec de la luxuriance, des contrastes plastiques dans son écriture et sa malléabilité. Réciproquement, La fin du monde filmée par l'ange ND est un hommage de Sandrard au peintre, comme un film retour précisément, car l'épiphanie que décrit Sandrard n'est jamais aussi que celle de Fernand Léger.
Je terminerai avec ces mots qui lui furent dédiés en juillet 1919. C'est à la guerre que Léger a eu la révélation soudaine de la profondeur aujourd'hui, un trou d'obus sur lequel darde le lourd regard du monde, et la joie de se sentir vivre et mourir. Je vous remercie. Bien, merci pour cette étude détaillée et circonstanciée de ce livre magnifique, dont il n'existe pas, je crois, de réédition en facsimilé. Non. Non, donc je pense que c'est des livres essentiels quand même dans l'histoire des relations peinture, écriture. Bon. Alors je connais, il y a une petite édition, mais sans les images, qui est un peu absurde, qui a été faite en 1956 par les éditions Segers. Ça s'appelle, donc de Sandrard, le texte de Sandrard, mais sans les illustrations de Léger. Bon, est-ce qu'il y a quelques rares questions, parce qu'on est obligé d'avancer, on a accumulé des retards là, donc. Oui, allez-y. Oui, il y a le micro qui arrive. Merci. Je me demande si vous constatez quand même une influence d'Apollinaire et ses premiers écrits sur le cinéma, et je prononce mal, Hysteria-like et compagnie. J'ai pas compris, pardon. Pardon. J'oublie le titre des écrits d'Apollinaire, en fait. En 12, je me demande si vous voyez quand même un moyen où Sandrard et Léger répondent peut-être à ces écrits qui figurent aussi, oui, la projection, comment? Non, c'est pas les calligrammes. Non, c'est le bestiaire, non? Non, c'est le... Oui, merci. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a tout de même cet aspect d'un figure religieux, la projection, oui, etc. Et puis comme c'est le moment où ils sont tous les deux en deuil, j'imagine. Alors je me demande si vous avez déjà trouvé ou comparé ces textes. Non, c'est vrai qu'Apollinaire, je l'avais beaucoup en tête en préparant l'intervention, mais ça m'a amené un peu vers autre chose que le cinéma, donc je n'ai pas forcément évoqué. Après, je me demande s'il n'y a pas une référence quand même au Corbillard, à Apollinaire, à un moment donné, quand il est question de... Mais c'est... Voilà. Mais après, j'avoue que je n'ai pas creusé du côté d'Apollinaire. Mais c'est vrai que j'y ai pensé notamment au Bestiaire, qui est illustré par Dufy, où il y a la même approche un petit peu dans le... Et c'est vrai que ce recueil de petites histoires, c'est pas, à mon avis, je ne crois pas que c'est illustré, mais ça a apparu quand même dans des revues. C'est à voir. Ça me revient maintenant après votre communication. Alors merci. Okay. Oui, François Alberin. Pardon. Albert, d'accord. Mais les éditions sont un peu écrites de toutes les manières, ton nom. Non, donc, mais en italien, mais pas d'accent. Ah, d'accord. Enfin, bon. Non, il y a quand même comment dire, vous comparez à un moment donné un storyboard, qui est une conception ultérieure à ce genre de travaux, avec ce travail, en disant il ne répond pas à la norme, mais la norme n'existe pas à ce moment-là dans ce domaine. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il transgressait un mode de faire, oui, qui en fait n'a pas cours. Oui, vous voulez dire que la convention du storyboard existe. Voilà, oui. C'était ça métaphorique. n'existe pas, les storyboards, à ce non, mais bien sûr. Mais alors, je reprends, il transgresse l'illustration qui aurait dû être une illustration, en fait, des images. Vous voyez du texte, en fait. C'est-à-dire qu'on va parler d'une indiscipline par rapport au contenu. Mais c'est vrai que, en fait, j'aurais dû dire que l'expression de storyboarder, enfin voilà, que le genre, en effet, est totalement balbutiant et que voilà. C'était plus pour l'accroche, en fait, hein, le mot de storyboarder. Mais vous avez raison de le souligner. Vous avez raison. Non, non. C'est un travail de graphiste. C'est un travail graphiste, c'est différent, mais pas un professionnel.
Enfin, il y a certains, comme Hitchcock, par exemple, qui font eux-mêmes les storyboards, mais c'est très rare. Il faisait ses propres, lui. Oui, oui, oui. Voilà. Bien, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va écouter Elisabeth Magotto. Merci à vous. Comment? Jusqu'à 18h? Ouais, donc il faut quand même... ouais, enfin, on a 1 heure de retard. Hein. Bien. Alors, Elisabeth Magotto est doctorante contractuelle en histoire de l'art contemporain à Sorbonne Université. Elle a écrit une thèse intitulée Fernand Léger et les États-Unis. Et elle a été assistante de conservation et chargée de recherche au Musée national Fernand Léger de Biot. Elle a participé à l'organisation de ce colloque. Et elle a écrit plusieurs textes dans le catalogue du musée de Biot, donc Léger et le cinéma, hein, notamment un texte sur Dreams, dont on va sans doute entendre parler à nouveau. Tout à fait. Si j'arrive à mettre en place... C'est bon. Donc bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, dans le micro. C'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous aujourd'hui, non plus en tant que membre du comité scientifique du colloque, mais comme intervenante, et je remercie évidemment mes collègues de me laisser présenter un aspect de ma thèse que je consacre donc depuis octobre 2020 à Fernand Léger et les États-Unis sous la direction d'Arnaud Pierre à Sorbonne Université. Cette communication, comme vous l'avez dit, est le prolongement des analyses que j'avais effectuées dans mon article du catalogue consacré au cinéma américain de Léger entre les années 1920 et 1950. Donc, depuis la rédaction de l'essai et des notices, j'ai pu me rendre aux États-Unis et mener un travail de terrain d'1 mois et demi qui s'est terminé il y a 2 semaines seulement, et j'aurai l'honneur de partager avec vous certaines de mes découvertes. Alors, dans la mesure où il s'agit d'un vaste sujet, je souhaite dresser un panorama de cette question américaine chez Léger en me focalisant sur 3 aspects. Dans un premier temps, je m'intéresserai à la manière dont Ballet Mécanique fut diffusé et reçu par les Américains. À travers le cas d'étude Dreams That Money Can Buy de Hans Richter, je me focaliserai sur la question des transferts culturels entre la France et les États-Unis, avant de m'attarder sur le film documentaire réalisé à New York au début des années 1940 par Thomas Bouchard, le nouveau réalisme de Fernand Léger en Amérique. Alors, c'est en 1931, à l'âge de 50 ans, alors qu'il est déjà considéré comme l'une des vedettes internationales du monde artistique, que Léger découvre les États-Unis. Il répond à l'invitation de Sarah et Gerald Murphy, ses amis et mécènes américains qu'il a rencontrés à Paris au début des années 1920. Après un premier séjour de 3 mois à New York et Chicago, Léger traverse de nouveau l'Atlantique en 1935, puis en 1938, avant de s'exiler en Amérique de 1940 à 1945. Résidant principalement à New York, il parcourt également le pays en autocar jusqu'à Hollywood, enseigne au Mills College d'Oakland durant l'été 1941, visite les très nombreuses expositions qui lui sont consacrées, jusqu'à Montréal notamment. Il se lie d'amitié avec des conservateurs, galeristes ou collectionneurs américains qui ont diffusé Ballet Mécanique en Amérique. En 1935, Léger se rend à New York à l'occasion de l'ouverture de la première rétrospective d'envergure nord-américaine qui lui est consacrée. Intitulée Fernand Léger Paintings and Drawings, elle se tient du 30 septembre au 24 octobre au MoMA. Le commissaire de l'exposition, Georges Maurice, membre du comité consultatif du musée, est un peintre abstrait qui a suivi l'enseignement de Léger à Paris en 1929. Il voit Léger, déjà à l'époque, comme le peintre, je cite, le plus moderne. Moderne, Fernand Léger l'est effectivement aux yeux des Américains, avant tout pour le caractère novateur de son art pictural, mais également car il a réalisé Ballet Mécanique, film qui, à en croire les journalistes de l'époque, est une application des principes artistiques ultramodernes au cinéma. Le 18 octobre, à la Film Library, donc département qui a été inauguré la même année, Léger, grand orateur et théoricien, est invité à présenter 2 films, le sien et celui de ses camarades René Clair et Francis Picabia,
Entr'acte, film qu'il chérit et qualifie volontiers de fantaisie burlesque, au cours d'une conférence intitulée « Painting and Avant-Garde Films ». Iris Berry, la première conservatrice responsable de la Film Library, souligne dans le communiqué de presse et le programme que je vous rapporte tout droit des archives du MoMA qu'à l'exception de l'américain Man Ray, Léger est, je cite, « le premier artiste mondialement connu à avoir utilisé le médium cinématographique ». Alors à cette époque, cela fait déjà près de 10 ans que le film est diffusé dans le pays. De la fin des années 1920 aux années 1950 et au-delà, Ballet Mécanique est en effet régulièrement projeté grâce à une ou plusieurs personnes ayant servi de liaison entre les réalisateurs du film et la salle de cinéma. C'est le cas, par exemple, de l'architecte austro-hongrois Frédéric Kissler, qui avait précédemment invité Léger à montrer son film à l'occasion de l'exposition viennoise Die Internationale Ausstellung Neuer Theatertechnik en 1924 et qui fut, comme vous le savez, la première mondiale. Ballet Mécanique est présenté pour la première fois aux États-Unis au Cloth Theatre de New York, 2 ans plus tard, donc en 1926, en même temps que The New Enchantment, donc l'Inhumaine de Marcel L'Herbier, film pour lequel Léger réalise le décor du laboratoire. En 1929, Kissler prête la copie du film au Film Gate Cinema, nouvel édifice dont il en a lui-même conçu les plans. Mais Ballet Mécanique ne fut pas uniquement présenté à New York. Par exemple, il fut programmé en 1927, en même temps que The Doll d'Ernst Lubitsch, au Fine Arts Theatre de Boston, ville dont Dudley Murphy, donc le co-réalisateur du film, était originaire. Cela nous apporte davantage d'éclairage sur la manière dont Ballet Mécanique fut distribué dans le pays, une diffusion qui précède finalement l'arrivée de Léger sur le territoire états-unien, lui qui avait pour habitude de voyager avec ses bobines de film sous le bras. Ballet Mécanique fut tantôt qualifié de film cubiste, tantôt de film expressionniste ou expérimental, selon Katharine Koo, la conservatrice de l'Art Institute de Chicago en 1953, ou encore de film abstrait, ce qui expliquerait pourquoi Ballet Mécanique a été projeté plusieurs fois, à San Francisco notamment, dès les années 1950, aux côtés du film abstrait Fiddle de Dee de Norman McLaren, représentant majeur de la nouvelle génération de cinéastes expérimentaux à partir des années 1940, dont vous avez une coupure de presse à l'écran. Cela révèle aussi l'influence qu'a eue le film de Léger sur les réalisateurs. Tous s'accordent pour dire que Ballet Mécanique fait partie des, je cite, plus importants chefs-d'œuvre européens et américains. Or, cette appréciation n'est pas une exception américaine. À titre de comparaison, Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, nous le savons, est un fervent défenseur de l'œuvre Légérien, comme l'atteste la présence du titre du film dans ses nombreux cahiers personnels et les programmes de la Cinémathèque. De novembre 1948 à juillet 1949, par exemple, à l'occasion des 2 expositions Naissance du cinéma et Georges Méliès, un cycle de projection 100 chefs-d'œuvre au cinéma 1895-1934 est organisé et montre la présence récurrente de Ballet Mécanique au sein des séances dites d'avant-garde. Dans ses mémoires, l'Américain Julien Lévy explique avoir obtenu la copie de Ballet Mécanique directement auprès de Léger en 1931 afin d'organiser des projections de films de l'avant-garde européenne dans sa galerie new-yorkaise. Et vous avez l'autorisation signée de Léger à l'écran. Lévy souhaite d'une part hisser le cinéma au rang d'art aux États-Unis et d'autre part vendre ses courts-métrages à des collectionneurs. Nous pourrions aussi ajouter la volonté de faire connaître les productions artistiques françaises aux Américains, car, selon les dires de Lévy, et même ceux de Fernand Léger au début des années 1930, je cite, « L'Amérique n'a pas de peintre ». Ce n'est pas moi qui le dis. Dans une lettre à Lévy, datée de 1932, Léger l'interroge sur l'intérêt que peut susciter son film auprès des grandes sociétés de production américaines, et non plus seulement des cinémas d'avant-garde. On note ainsi la volonté de Léger de vouloir s'adresser à un public plus élargi. Finalement, cette diffusion internationale et massive des films de l'avant-garde française, et particulièrement Ballet Mécanique, ouvre la voie à un intérêt généralisé pour Fernand Léger et pour son film. Ballet Mécanique apparaît dès lors comme le passage inévitable pour découvrir les chefs-d'œuvre du cinéma des années 1920
et de l'histoire du cinéma de façon plus générale, ce qui est finalement toujours le cas aujourd'hui. Partageant la même ambition que Lévy de vouloir faire connaître les films d'avant-garde aux États-Unis, Hans Richter, peintre allemand exilé à New York, décide en 1944 de produire un nouveau film. Après avoir obtenu une bourse de Peggy Guggenheim et Kenneth Macpherson, il convoque les plus grands représentants de l'art moderne, à savoir Fernand Léger, Marcel Duchamp, Alexander Calder, Man Ray et Max Ernst, tous exilés aux États-Unis également, autour de ce film d'avant-garde en technicolor intitulé Dreams That Money Can Buy. À ces Five Artist Friends, donc notons que le thème artist fut ajouté de manière manuscrite au tapuscrit auquel je me réfère, ce qui démontre donc l'amitié que portait le réalisateur pour ses collaborateurs, Richter demande des suggestions de séquences. Bien loin des superproductions hollywoodiennes desquelles Richter répète vouloir se démarquer, le film est tourné dans un loft new-yorkais avec l'assistance de ses étudiants. Du fait des conditions de production rudimentaires, le film ne sort en salle que 3 ans et demi plus tard. Il reste tout de même 13 semaines à l'affiche à New York, est encensé par la presse et les spectateurs américains, laisse le public français un petit peu plus mitigé, mais remporte tout de même le prix de la contribution la plus originale au progrès du cinématographe à la Mostra de Venise en 1947. Les archives nous informent qu'à l'origine, Richter pensait à un tout autre scénario. Voici l'histoire telle qu'il l'imaginait. Le film s'ouvre sur un homme et une femme enlacés, Hassan Pfeffer et Marie-Lou, tous deux vus à travers une fenêtre. L'homme lui présente un collier, cadeau de fiançailles. Après un jeu de lumière qui s'éteigne et se rallume, qui donne lieu à une dispute inaudible pour le spectateur, nous nous retrouvons dans l'atelier new-yorkais de Fernand Léger, donc probablement celui du 80 West 40th Street, qui donne sur la 40e avenue et Bryant Park. Léger décroche son téléphone, c'est Hassan Pfeffer au bout du fil. Hassan Pfeffer est, je cite, « le roi de la saucisse » et le riche producteur d'une revue conçue par un groupe d'artistes célèbres et réunis ce soir-là dans l'atelier de Léger dans le but de lui présenter leurs idées pour un spectacle qu'ils souhaitent monter à Broadway. Il le prévient que Marie-Lou et lui-même arriveront en retard au rendez-vous. Par un jeu de travelling arrière, on découvre dans la pièce une foule d'artistes, Léger, Richter, Calder, Duchamp, Edgar Varèse ou encore Kurt Seligman, quand soudain la voix d'un poète se fait entendre. « Il nous lâche », déclare-t-il. « Il ne soutiendra pas notre spectacle. Rien que pour voir le nom de Marie-Lou briller en lettres de feu à Broadway, il nous soutiendra », proteste alors un autre. Pendant ce temps, Calder s'affaire à son cirque mobile, les décors cubistes de Léger sont accrochés au mur et, depuis un phonographe, un extrait de la musique Ionisation de Varèse se fait entendre, alors même que va crescendo la sirène d'un camion de pompiers qui s'immobilise devant l'immeuble. La suite de ce scénario non réalisé devait en fait introduire les divers films de l'avant-garde européenne, à savoir Diagonal Symphonie de Viking Egeling, Rhythmus 21 Goes Before Breakfast et Film Study de Richter, Ballet mécanique de Léger et Murphy, ou encore Anémique Cinéma de Duchamp. Ces courts-métrages devaient être présentés à Marie-Lou par un certain professeur X et Mac et Jack, 2 hommes de petite taille aux actions loufoques qui rappellent l'univers merveilleux et satirique de Lewis Carroll. Afin d'annoncer Ballet mécanique, par exemple, Jack joue sur la mise en mouvement de divers objets, tandis que Mac perd littéralement sa tête avant que ne commence Ghost Before Breakfast, rappelant ainsi les univers cubiste, surréaliste ou encore dada, propre à chaque œuvre cinématographique. Le film, tel que nous le connaissons aujourd'hui, raconte finalement l'histoire de Joe, un vendeur de rêves qui transforme les fantasmes de ses clients en songes en plongeant son regard dans leurs yeux. Richter laisse carte blanche aux artistes pour imaginer une séquence, un rêve qui formerait un nouveau film expérimental, semi-surréaliste, comme on le lit dans la presse de l'époque, mais qui présenterait toutes les avancées artistiques de ces films emblématiques du cinéma d'avant-garde, transférant l'histoire de l'art et du cinéma français aux États-Unis. La séquence imaginée par Léger, The Girl with the Prefabricated Heart, atteste de la source d'inspiration que furent les États-Unis, tant pour son art pictural que cinématographique.
Richter raconte « Il était ravi et s'exclamait devant les orgies nuptiales industrialisées de blanc et de rose des deux côtés de la rue de Broadway et de Delancey Street. » Où donc les réalisateurs de films documentaires américains ont-ils leurs yeux? Pourquoi ne font-ils pas un ballet sur New York? Regardez donc la vitrine du drugstore. Quelle merveille de la pure poésie. Fin de citation. New York inspire à Léger une histoire d'amour entre deux mannequins de vitrine. Mais leur idylle tourne court, le personnage masculin est décapité et sa bien-aimée file vers des horizons lointains sur un vélocipède d'appartement, un clin d'œil à la bicyclette représentée dans le tableau de Léger, Julie la belle cycliste, présente à l'écran. Alors l'idée originelle et très originale de filmer l'atelier de Léger est particulièrement intéressante et permet de faire le lien avec mon dernier point, à savoir le film « Le nouveau réalisme de Fernand Léger en Amérique » de Thomas Bouchard. Richter raconte que Léger, entouré de ses œuvres dans son atelier, je cite, « avait fait des photos en couleur de ceux-ci et il admirait la qualité nouvelle que ses peintures acquéraient grâce à la lumière d'un projecteur, beaucoup plus beau que le tableau. Vous ne savez pas la chance que vous avez de travailler dans cette lumière, me dit-il. Il aurait adoré travailler avec cette lumière plus souvent au studio lorsque nous étions en train de réaliser la première séquence des rêves. » Fin de citation. L'atelier de Léger, espace de travail, berceau de nouvelles productions artistiques, lieu de convivialité et de sociabilité entre Léger, ses galeristes, les collectionneurs, les artistes ou encore les photographes, se transforme finalement en plateau de tournage pour ce film. Comme vous le voyez à l'écran, dans ces photogrammes extraits du film, l'atelier de Léger de Bryant Park Studios est autant peuplé de toiles de l'artiste que de visiteurs, et l'on distingue justement ce fameux puissant projecteur qui plaisait tant à Léger. C'est dans cet immeuble que Léger retrouve Thomas Bouchard, photographe et réalisateur né à Jérusalem, rencontré à Paris dans les années 1920. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous deux occupent un atelier et ce voisinage les entraîne à collaborer à un film documentaire en couleur. Bouchard dévoile le quotidien américain de Léger, ses promenades sur la 42e Avenue, comme vous le voyez ici devant l'enseigne de Stearns Department Store, et va même jusqu'à capturer le moment où Léger fait rôtir un poulet. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que le film est le résultat d'une collaboration étroite, et c'est pourquoi nous notons des similitudes entre Léger en Amérique, ballet mécanique et la peinture de Fernand Léger, donc comme l'a montré Julie Gutiérrez dans son article du catalogue. Dans ballet mécanique, Léger intercale entre les mouvements incessants des objets industriels des plans fixes de ses propres tableaux, comme avec cette composition prêtée d'ailleurs à l'exposition de 1935, ainsi que l'atteste cette coupure de presse. Il en est de même dans Dreams That Money Can Buy, puisqu'apparaissent à l'écran Julie la belle cycliste et les roues du vélo qui tournoient réellement devant ce qui est censé être la toile. Le film Léger en Amérique fait, là encore, la part belle à des fragments qu'affectionne Léger depuis toujours, des gros plans et des inserts de ses nombreuses toiles, dont La Racine jaune, tableau issu de sa série des paysages américains, peinte durant son exil. Par ce procédé cinématographique, il s'agit pour Léger de jouer sur une alternance entre statisme et dynamisme qu'il recherche sans cesse dans son art. Le montage alterné entre ses œuvres et les éléments de la nature américaine permettent l'établissement de comparaisons plastiques entre les formes naturelles et la représentation de celles-ci dans ses œuvres picturales, d'où la présence de cette échelle abandonnée en pleine campagne que l'on retrouve dans La Racine jaune. En voix off, Léger s'adresse au spectateur, détaille son processus créatif, sa manière de peindre et se revendique de Cézanne, père de la peinture moderne. On distingue aussi Léger s'attaquant à une étude préparatoire pour La Forêt de New Hampshire, qui se trouve au MNAM, avant que ne soit exposé l'aboutissement de son travail. Il s'agit pour Léger non seulement de révéler sa production prolifique américaine, mais aussi de faire connaître son art pictural par le médium cinématographique. Bouchard termine la post-production du film à la fin de l'année 1944. La Première mondiale se déroule en janvier 1945 à l'occasion de l'exposition de Callery Collection Picasso-Léger qui se tient alors au musée de Philadelphie. Souffrant, Léger se voit contraint de rester à New York et ne peut y assister,
Mais la presse saisit l'occasion de proclamer que, je cite, « Probablement pour la première fois dans l'histoire, un film a été réalisé pour présenter l'œuvre de l'un des plus grands artistes vivants au monde. » Fin de citation. Le 6 juin 1946, alors qu'il est de retour en France depuis plusieurs mois déjà, Léger écrit à Bouchard. Naturellement, on attend ce film avec impatience ici. Mon intention serait de faire une présentation assez spectaculaire avec le film de Calder, donc probablement le film réalisé par Herbert Matter, de Matisse, donc probablement celui de François Campeau en 1946, et le vôtre. Naturellement, le vôtre sera écrasant pour les copains. La France et l'Amérique d'après-guerre voient en effet une explosion des films dits sur l'art. Ces photogrammes dévoilent Léger présentant en 3 dimensions la manière dont il compose un tableau. La toile est à terre et il se déplace autour d'elle, morceaux de tableau peints en main. Bien avant finalement la réalisation des illustres photographies et du film de Hans Seymoth représentant Jackson Pollock, la toile au sol et sa technique du draping, bien avant même la réalisation du Mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot sorti en salle en 1955, le film Fernand Léger en Amérique était déjà réalisé et circulé dans les cinémas, comme au Paris Theatre de New York en 1948. Et donc, ce qu'on sait aussi, c'est que Bouchard raconte à Léger que le film circulait parmi les étudiants des colleges, des musées, etc. Ainsi, on peut, je pense, légitimement s'interroger quant à la source d'inspiration qu'a pu représenter ce film pour de nombreux cinéastes, artistes et photographes, tant français qu'états-uniens. J'aimerais enfin conclure sur cette séquence finale du film. Dans ce long fondu enchaîné résultant d'une surimpression de l'image, nous découvrons un détail de l'œuvre Les Plongeurs, dont la série est déjà à cette époque visible sur la scène artistique new-yorkaise et au-delà. Une manière finalement de résumer l'attrait de Léger pour le fragment, de présenter aux yeux de tous les spectateurs, dont les collectionneurs, les galeristes et les conservateurs de musées, cette nouvelle série qui lui fut inspirée par l'Amérique, et enfin de révéler l'artiste s'imposant face aux spectateurs et permettant ainsi de mettre littéralement un visage sur les plongeurs. Avec ces 3 films, l'éternel Normand que fut Léger aura finalement relevé le défi de séduire les Américains avec ses œuvres picturales et cinématographiques et, toujours dans une volonté de s'adresser au peuple, de présenter ses théories de l'art moderne par le biais de l'écran. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette présentation qui montre que évidemment, les rapports de Léger avec le cinéma, c'est une longue histoire qui se développe dans le temps, depuis Ballet mécanique dont on a parlé ce matin, jusqu'à d'autres films comme Dreams at American Pie, donc on va encore reparler. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Jennifer Wilde. Je me demande si vous avez consulté des archives à Newberry Library, parce qu'au moment qu'il s'est rendu à Chicago, il y avait 2 autres endroits où elle exposait ballet mécanique. C'était le Art Club de Chicago et le Renaissance Society. Et j'ai consulté les archives il y a très, très, très longtemps, lorsque je me suis rendue à Chicago. Et bon, je ne sais pas si ça... Je crois que ça va... élargir quand même le contexte de Chicago, parce que les 2 sociétés de l'art, ils ont été créés en 1915 environ, comme une réponse à Arsenal Show, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà consulté ces archives, etc., parce que c'est quand même un milieu du sud de Chicago, autant que... c'est à part du musée, du grand musée. Oui, je vous remercie beaucoup. Alors, pas encore. J'ai commencé ma thèse en 2020. Du coup, plein Covid, je serais très contente de partager avec vous. Les frontières ont été fermées. Et bien sûr. The moment j'ai pu repartir, je suis partie pendant 1 mois et demi. Mais là, je me suis concentrée en fait sur la côte est. Oui. Mais ce sera mon prochain voyage. Je serais contente de partager les côtes, etc., parce qu'il y a quand même toute une correspondance concernant le film, l'état du film, le fait
de gens à Arts Club d'avoir loué un piano là afin de jouer la musique dorique, etc. Oui. Et bon, c'est... Dantai, pardon. Dantai, oui. Oui. Bon, c'est fascinant et je suis fascinant. contente de voir. Et puis, c'est vrai que même, ne serait-ce que pour tous les échanges en fait, qu'il y a eu entre Katharine Koo et Fernand Léger, et puis même tous les artistes qu'elle défendait déjà à l'époque, vu qu'elle a été conservatrice de Arts Club de Chicago. C'est vrai que c'est... Et aussi Renaissance Society, ça existe toujours. Et puis, c'est un milieu aussi très bourgeois. Alors, mais apparemment, il y avait une affluence comme ils n'ont jamais vu à l'Arts Club. C'est un club privé. Alors ça aussi, ça va peut-être distinguer votre analyse parmi la société à Chicago, les gens avec des prétentions esthétiques, on va dire. Mais de toute façon, Léger, en fait, je ne sais plus quel texte précisément, mais il dédie un texte à Rue Carpenter, qui était la présidente aussi de l'Art Club de Chicago. Donc c'est vrai que c'est un passage un peu obligé, en fait, pour continuer mes recherches, en fait, de passer par Chicago. C'est évident que j'y passe à un moment donné. Mais voilà, beaucoup de choses encore à consulter aux États-Unis, effectivement. Mais les États-Unis, c'est si grand que ça prend du temps. J'ai toute la documentation. Mauro Piccinini, oui. Mauro Piccinini. Donc, je l'ai consulté. J'ai toute la documentation pour toi. Ah, bah merci. C'est fini. Ça m'évite de défoncer. Non, c'est très intéressant parce que pendant la projection à la Renaissance Society, le film s'est brûlé. Donc, il avait ce problème parce que la pellicule, c'était très sec. Bon. Et alors, il a interrompu tout ça. Et donc, le public a entendu qu'il va faire la réparation et tout ça. Oui. Donc, je te donne tout. Merci. En 31, c'est ça? Je crois que d'ailleurs, c'est la première présentation commentée, disons, de Fernand Léger aux États-Unis. C'était en 31. Oui. 31. Ouais. Et, il avait contacté un autre galériste, pas Lévy, qui s'appelait Becker. Oui, John Becker. Il avait aussi les 3 rouleaux de ballet mécanique, la musique avec lui, parce qu'il était donné d'Antheil. Donc, il a envoyé ça à Kiesler, et Kiesler a envoyé sa copie et tout un cercle des artistes. Toute la correspondance est là-bas. Donc, c'est très intéressant pour toi. Oui. Merci. Merci. Oui. Oui, derrière vous. Attends, Ah, pardon. Vas-y. C'est sur Dreams. C'était très intéressant de connaître évidemment ce proto-scénario de Dreams, mais dans quelle mesure c'est compatible ou enfin que se passe-t-il avec l'information qui est par ailleurs souvent donnée, selon laquelle Richter voulait faire simplement un rassemblement de films d'avant-garde européens et chercher de l'argent pour cela, et que Léger lui aurait dit mais t'es complètement idiot, si t'as de l'argent faut faire un nouveau film. Comment ça se coordonne ces deux Ça, je pourrais choses. pas vous dire parce que malheureusement ce scénario est non daté. Donc pour l'instant j'aurais pas de réponse à votre question. Mais je continue de chercher. Et alors sur la présence de Léger au tournage, que j'ai évoqué tout à l'heure, puisque j'étais étonné de lire dans le catalogue, il est parti avant que le film ne se tourne, donc vous inscrivez en faux contre cette assertion. En fait, les propos exacts de Richter, ce qu'il dit, c'est qu'il était venu précisément pour faire des photographies. Et, enfin, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il serait venu à peu près 4 fois sur le tournage, 2 fois pour faire des photographies, d'où la présence en fait de ces photos-là, et 2 fois en fait pour manier un petit peu les mannequins et puis évoquer un petit peu les idées. Mais il n'était pas déjà parti à Paris, parce que c'est un peu ce qui est sous-entendu dans le texte du catalogue, qui n'est pas le vôtre, d'Émilie Coqui, je crois. Juste une petite question sur ballet mécanique. Si j'ai bien si je vous entends bien, puis d'ailleurs c'est exact, le film a été montré à de nombreuses reprises bien avant que Léger. Alors pourquoi cette sorte de découverte
comme si c'était pour la première fois, quand c'est Léger qui présente le film, alors que le film devrait être connu des milieux concernés. Ce n'était pas une découverte. Et pourtant, ça semble avoir la compilation de presse que vous avez faite, ça semble être un événement, alors que ça fait 10 ans qu'on le... non, moi, je voulais simplement montrer des exemples en fait de la présence de ballet mécanique dans le pays, et j'ai choisi en fait en fonction de. Après, j'en ai une quantité en fait de coupures de presse, donc c'est vrai que là j'ai choisi celles que je trouvais les plus parlantes, mais évidemment il y a d'autres exemples. Et comme on l'évoquait à l'instant, la première fois où Léger commente son film avec celui d'Entracte ou également celui d'un chien andalou, enfin. Il y aurait vraiment pléthore d'exemples sur ce sujet-là, et j'ai fait simplement un choix pour tenir en 20 minutes. C'était l'impression que ça donnait. Merci. Oui, bonjour, je suis Cécile Bargue, je suis l'auteur du texte dans le catalogue sur Dreams. Donc, excusez-moi, j'ai pas pu assister à tous vos échanges aujourd'hui parce que bon, j'étais prise par ailleurs. Mais en fait, ce que dit Richter, et j'aimerais bien comprendre votre point sur mon texte, parce que là, je n'ai pas compris ce que vous expliquez. En fait, ce que dit Richter, c'est que Léger se désintéresse du tournage, ce qui est tout à fait possible, parce que le tournage a lieu dans des conditions qui sont un petit peu seules. D'un film coopératif, c'est très très long. Et donc, ce que dit Richter, c'est que Léger perd patience, et en fait perd aussi tout intérêt pour le projet. Et on sait que Léger voit pour la première fois le film Dreams, donc très tard. Après, bon, ça c'est une hypothèse personnelle, mais je pense qu'ils ont été brouillés à un certain point du temps. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Oui, pour justement continuer sur ce que vous dites, et ce qu'il disait aussi, c'est que Léger était peintre avant tout, entre guillemets, et qu'il devait retourner en fait à ses tableaux. Et du coup, ça confirmerait en fait. Enfin, c'est. En fait, le tournage, comme le dit non, pas du tout. Berg, pas du tout. Ouais. C'est en fait en fonction de, parce que je crois que c'est Max Ernst qui vivait en fait à Los Angeles, et il était de passage de temps en temps à Paris. Donc en fait, ça a été pas un tournage sur 2 semaines non-stop avec tous les artistes présents dans ce loft. Ça a pris très longtemps, très très longtemps. Et là, j'ai pas la durée en tête, mais c'est quelque chose qui a complètement dérapé par rapport au projet d'origine. Et donc, c'est aussi pour ça que le film, moi, je le trouve très hétéroclite, etc. Parce que ça a beaucoup varié, ça s'est beaucoup fait sur le moment, avec les gens de passage, notamment les étudiants de Richter. Et tout simplement, je pense que Léger a perdu patience à un certain point du temps. Est-ce qu'il y a quelques contrastes de l'implication de Kenneth McPherson, qui travaillait pour Peggy Guggenheim? Il a financé le film. Hein. Oui, il a financé le film avec voilà. Peggy Guggenheim. Pour partie financé, oui. Bien sûr. Dont on n'entend plus parler après sa période helvétique, et qui tout d'un coup ressurgit là. Moi, j'ai trouvé ça dans les archives. Donc, voilà, c'est l'archive de Richter. Excuse me for going back to Chicago. And Mauro can fill this in French if I miss something. But there's 3 points that were lacking in your description of the first showings of the film in the United States, and Léger in person. Chicago is he actually came back and did a second set of screenings many years later, I think a decade later. So he played there twice. Point number 2 is when he did the New York showing at MoMA, afterwards there were 2 screenings at least over a 9-month period at Yale University where he lectured in person. He was somehow hired to be at the School of Architecture and speak, which I guess has something to do with Corbusier. But the third point is most important, and it's his proxy, which is also his co-maker, Dudley Murphy, who premiered the film in New York in 1926 for sure. And we're unclear of whose print was shown, whether it was Murphy's or Kiesler's. But the point is there was no title on the film. And so although it was brought in under the auspices
of two groups that knew Leger and were friends with Leger, which is how he operated and how he got to the United States, by manipulating his friends to get here. He was very cautious to get to the U.S. For obvious reasons. But in that particular situation, the reason supposedly is that Leger held the European rights and Murphy held the American rights. But why there's no title on the New York showing is a mystery. But the point is, that version of Murphy's got lots of press and multiple showings and predated whatever happened later with MoMA and MoMA's distribution. Just a point. Oui. Je ne sais pas si je dois répondre en français ou en... Si je réponds en français, c'est bon? I have barely understood anything today except the words ballet mécanique and Leger. Ce que je disais simplement tout à l'heure... Ce que je disais simplement tout à l'heure, c'est que j'avais fait un choix évidemment des exemples, des projections en fait de ballet mécanique dans le pays. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Madame Wild, justement la projection de 31 à Chicago. Donc ça, c'était simplement votre premier point. Pour votre deuxième point, j'ai oublié ce que c'était, mais le dernier, par rapport à la copie de Murphy, effectivement, dans la presse, en fait, ce qu'on voit, c'est que parfois le nom de Fernand Léger est en effet annexé, et Ballet mécanique serait, enfin, dans la presse de l'époque, en tout cas, apparaissait comme le film de Dudley Murphy uniquement, et non plus de Fernand Léger. Donc je trouve ça assez intéressant, en fait, de voir... comment en France on a un petit peu annexé en fait Dudley Murphy et comment aux États-Unis au contraire justement on a parfois annexé Fernand Léger pour après, ça c'était dans les années 20, après ça a été réhabilité et dans les années 30 les gens ont bien compris qu'il s'agissait de l'œuvre de Léger, d'autant que voilà, c'était vraiment une vedette à l'époque, superstar comme on dirait aujourd'hui, mais voilà, je ne sais pas si ça répond à vos remarques. Bien. Merci. Excusez-moi, on est obligé d'interrompre parce qu'il y a d'autres intervenants encore. Donc on va écouter maintenant Arnaud Pierre